Droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit, citoyen. C'est un super chroniqueur à l'émission là, pour faire le parallèle avec Pierre Fitzgibbon. C'est Frédéric Bérard et qui on parle une fois ou 2 semaines. Bonjour Frédéric. Oui, je l'attendais pas celle-là. Okay. C'est un titre qui est lourd à porter, attention, le super chroniqueur. Oui, en espérant que le commissaire à l'éthique ne se penche pas sur mon cas. Bon, allons-y, on va commencer. On a 3 beaux sujets ce matin. Je veux qu'on revienne sur le concept de service essentiel. Ça a été soulevé 2 fois plutôt qu'une dans l'actualité des derniers jours. Il y a eu le conflit de travail dans l'industrie ferroviaire et ce lock-out grève, ça n'a pas été très, très long, mais on a évoqué les services essentiels et aussi les négociations interminables avec les membres de la FIC. Dans les moyens de pression, on mentionnait que peut-être qu'on devrait refuser le temps supplémentaire. Et là, on évoque encore une fois le service essentiel. Une belle occasion de revenir sur le cadre légal de ce terme. Oui, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en droit canadien, il est possible de faire la grève. Quand vous êtes syndiqué, c'est une possibilité. Or, compte tenu du fait que certains sont considérés comme offrant des services essentiels, notamment, par exemple, les infirmières, ben cette espèce de possibilité-là, cette espèce de droit de grève-là, au sens large, est souvent réduit, voire anéanti, parce qu'on se dit, si ces gens-là font la grève, on va être dans un joyeux pétrin essentiellement. Or, ça, c'est un peu l'espèce de droit tel qu'on le concevait avant. Ceci dit, en 2015, la Cour suprême du Canada, dans un arrêt ultra important, c'est l'arrêt Saskatchewan Labour Act, avait dit ceci. Là, il dit, les parlements ou encore les municipalités ne peuvent pas exagérer non plus avec la notion de service essentiel, parce qu'il y en a qui tiraient l'élastique drôlement pour empêcher justement ces droits de grève. Alors, la Cour suprême a mis fin à cette espèce de pratique-là en disant, quand vous qualifiez un travailleur d'essentiel, ben soyez certain de votre coup, parce que le droit de grève est constitutionnellement reconnu. Et ça, c'est venu renverser la vapeur en quelque sorte. Ceci dit, on l'a vu, tu l'as bien expliqué là, d'entrée de jeu avec ce qui s'est passé récemment, que ce concept-là existe encore et que peut-être que certains gouvernements étirent l'élastique jusqu'à un certain point, au point où justement on égrène en quelque sorte le droit de grève en question. Mais selon tes observations, est-ce que les travailleurs, lorsqu'on parlait des conséquences du chemin de fer, le CN ou le CP Kansas City, est-ce qu'ils cochent des critères pour être considérés comme des travailleurs essentiels? Écoute, ce qui est fantastique là-dedans, c'est qu'on tombe tellement dans un océan de subjectivité que c'est difficile de répondre précisément. Rappelle-toi pendant la pandémie, Frédéric, où François Legault, disait on met le Québec sur pause pendant 3 semaines, et il avait lui-même défini la notion de service essentiel. Il y en avait pas mal là, qui étaient visés dans le concept en question, puis je le dis vraiment en tout respect, les chauffeurs, par exemple, des épiciers et autres. Et là, on se regardait un peu, on disait, OK, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas vraiment essentiels au final? Donc oui, quand tu regardes ça, évidemment que si tu empêches toute forme de transport par chemin de fer, ben, l'économie canadienne va en prendre pour son rhume. Est-ce que c'est suffisant pour considérer ça comme un service essentiel au même titre, par exemple, qu'une infirmière? Pensez-y, si demain matin, les infirmières tombent en grève, qu'est-ce qui arrive dans les hôpitaux? Ben, c'est la catastrophe, là, pour pas dire autre chose. Donc, est-ce que c'est au même niveau que les infirmières? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'ils sont essentiels quand même? Je dirais que oui. Alors, je reviens avec mon exemple de chauffeur d'IGA ou de métro ou peu importe. Est-ce que lui est aussi essentiel? Ben, je veux dire, si les conducteurs d'IGA puis de métro ne se tombent en grève, est-ce qu'il y a encore, tu vois un peu le genre? Oui, pour l'approvisionnement, oui. Oui, voilà, c'est archi complexe tout ça. C'est très, très, très subjectif. Mais je pense que oui, on pourrait les qualifier ainsi, mais toujours en gardant à l'esprit ce que nous a rappelé la Cour suprême en 2015. Une nouvelle qui est tombée dans les dernières 24 heures, la Ville de Montréal qui vient d'être condamnée à verser des milliers de dollars aux personnes victimes de profilage racial qui ont été interpellées sans raison par les policiers du SPVM à Montréal. On parle d'un montant de 5 000 dollars à chaque personne victime de profilage racial pour une période entre 2017 et 2019, on estime qu'il y aurait eu près de 40 000 interpellations de personnes racisées au cours de cette période. Quelles seront les conséquences de cette décision? Ben, les conséquences sont que tous ceux et celles qui ont été victimes de ce même profilage pourront s'inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à l'action collective en question et recevront une somme
prédéterminé par la Cour, là, qui est entre 2500 et tu l'as dit, 5000 $, tout simplement. Moi, je suis très, très content de cette décision-là, Frédéric. Puis c'est pas la première fois. La Cour supérieure, il y a 2 ans, avait dit essentiellement la même chose. Avait dit, il existe du racisme systémique chez nos policiers au Québec. Et sais-tu quoi? C'est notamment pour ça que je trouve autant important d'avoir des tribunaux. Les tribunaux ne sont pas à l'abri, évidemment, des humeurs populaires à 100%, mais ils ont une indépendance que le politique n'a pas. Et ça, on a besoin de ça. On a besoin d'une séparation des pouvoirs parce que dans ce cas-ci, très précisément, les expertises sont claires. Il y a du racisme systémique, pas juste au Québec, partout en Occident. Et ça ne veut pas dire que les Québécois sont racistes. C'est pas ça que ça dit du tout. Ça veut simplement dire que c'est plus difficile pour certains groupes racisés, par exemple, de se trouver un emploi, par exemple, de se trouver un logement, et par exemple, de ne pas se faire interpeller à tort pour un oui, pour un non, par la police. Et ça, c'est comme ça au Québec. C'est 10 fois pire aux États-Unis. C'est comme ça en Europe aussi. Alors, tu sais, quand tu as toutes ces expertises-là qui disent la même chose, mais que tu as quelques chroniqueurs qui disent non, ça n'existe pas, puis tu as le premier ministre du Québec qui se base sur absolument rien de scientifique, qui dit non, ça n'existe pas. Ah, ça prend peut-être un tribunal pour venir dire oui, ça existe, parce que imagine-toi donc qu'un tribunal ne rend pas une décision comme ça à l'aveuglette pour le plaisir. Il a analysé de la preuve, et très clairement, la preuve était suffisante pour condamner la Ville de Montréal et la SPVM. Est-ce qu'il y a des possibilités que la décision soit portée en appel ou contestée? Bon, absolument. Puis même, je te dirais que c'est probable, je ne sais pas, mais c'était très, très clairement possible. Et je te dirais même, pour ajouter à mon propos, parce que ça devient intéressant, et peut-être que ça fera en sorte qu'il n'y aura pas d'appel, le nouveau chef de la police de Montréal a lui-même admis devant la Cour, puis il l'avait dit auparavant aux médias, qu'il y a du racisme systémique chez ses policiers. Je veux dire, il doit être bien placé pour le savoir. C'est lui leur boss. Alors, rendu là, ce que le tribunal fait, c'est non, on n'en veut pas de ça au Québec. C'est pas vrai qu'on peut arrêter quelqu'un strictement parce qu'il est noir. Être noir, là, c'est pas un motif suffisant d'arrestation, tout simplement. Moi, je pense que c'est un bon message et je te dirais, pour avoir regardé la décision de manière oblique avant qu'on se parle, parce que ça vient tout juste de sortir, s'ils vont en appel, si la Ville va en appel, je te parie un petit 2, sinon autre chose, que le résultat sera le même. Donc, ce sera à suivre. Et on termine avec on a des sujets chouchous, toi et moi, en chronique, depuis qu'on parle ensemble à l'émission. Et un qui revient constamment, c'est la Cour pénale internationale. Là, il y a eu vraiment une nouvelle qui est ressortie cette semaine avec ce passage du président Vladimir Poutine en Mongolie. Ça aurait été possible pour les autorités mongoliennes d'arrêter Vladimir Poutine et de le remettre aux autorités. Est-ce que tu y as cru, ne serait-ce qu'une demi-seconde? Ben, écoute, tu te rappelleras ce que je t'ai toujours dit sur la Cour pénale internationale et sur le droit international tout court. C'est un droit qui est sympathique, c'est un droit qui est humanitaire, c'est un droit qui est idéaliste. Donc, on peut pas être contre la tarte aux pommes là, dans la vie, là, en tout cas, à ce que je sache, ou tarte au sucre, si jamais mieux. Mais c'est parce que ça serait bien éventuellement que ce droit-là serve à autre chose qu'un procédé de bonnes intentions. Et actuellement, et ça c'est l'exemple numéro 872 000, probablement, regarde juste ce qui se passe à Gaza, là, puis à Guantanamo, puis où tu veux, le droit international n'a pas de dents. Le droit international n'a pas de police. Le droit international est incapable de faire respecter ses normes, de faire respecter même ses décisions judiciaires. La Cour pénale internationale, c'est une cour de justice. Et elle a livré un mandat d'arrestation contre Poutine. Techniquement, c'est sérieux tout ça. Or, qu'est-ce que fait Poutine? Il dit, tiens, je vais aller en Mongolie, qui par ailleurs, Frédéric, il faut le rappeler, la Mongolie est signataire du traité de Rome. Et qu'est-ce que le traité de Rome? C'est le traité en droit international qui a fondé la Cour pénale internationale. Et tout pays signataire a l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale. Or, qu'est-ce que fait la Mongolie? Ils l'ont accueilli à bras ouverts. Écoute, la garde présidentielle, tout le tralala, comme si c'était Jésus qui marchait sur l'eau, qui débarquait de l'avion. Alors, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que, ben voilà, ça sert à rien. Et évidemment, ceci dit, parlons un peu real politique. Poutine est loin d'être un imbécile. Il ne serait pas allé visiter non plus un pays qui serait plus... Bon, voilà. Donc, il est allé chercher nécessairement un pays allié. Mais reste que la Mongolie est en contravention de ses obligations en vertu du traité de Rome. Tout le monde le sait. Poutine, on n'en parle même pas. Et qui peut agir? Ben, absolument personne. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur avec nous. Merci beaucoup. Un grand plaisir. À bientôt. À la prochaine. Bye-bye. Vous aimez nous écouter? Vous pouvez le faire plus facilement où que vous soyez grâce à l'application Radio-Canada Audio.
Soleil pour aujourd'hui et de la chaleur. Et même, on le sent ce matin, lorsqu'on sortait très, très tôt de la maison, encore